l'idée, c'est que je voulais pas utiliser l'IA comme un assistant. C'est que je voulais que ça m'amène dans des endroits inimaginables. C'est de trouver des façons de rendre l'IA créative pour un musicien et de quelle manière nous on peut l'utiliser de manière créative. Et encore une fois, pas comme si c'était un assistant. Derrière, il faut le final cut. Il faut pouvoir décider après si c'est bien ou pas. Est-ce qu'on fait cette solution-là ou pas? Donc l'idée c'est ça, c'est de trouver des sources d'inspiration en fait. Pour moi, l'IA c'est une source d'inspiration. C'est que l'IA soit portée par un être humain au final. Je parle d'une prestation artistique. Hein. Rien ne remplacera un être humain sur scène. L'IA ne va pas remplacer. C'est juste il fait autre chose. On peut composer de la musique de plein de manières. On peut composer en improvisant, on peut composer en écrivant sur du papier, on peut composer en tapant sur l'ordinateur, on peut composer en reproduisant les chants des oiseaux. Il y a des millions de façons de s'inspirer de la composition. L'IA est un nouvel outil avec lequel on peut s'inspirer. Oh, Pinocchio, comment es-tu descendu? J'ai trébuché. Oh, tu as... Oh, mais tu sais parler? Non, 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 non. Oui, et je peux remuer aussi. Non, 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 tout cela est impossible, je rêve, je dors encore. Allez, passe-moi, réveille-moi, je suis en plein rêve. French Tech, esprit critique pour tech éthique. French Tech, c'est Mick Lévy avec Cyril Chaudoir. Eh oui, salut à tous, salut à toutes. Et nous voilà repartis après cette pause estivale. Vous avez passé un bon été, vous? Cyril, c'était cool, toi, ton été? Bah écoute, c'était chambé, comme un bel été, et toi? Bah écoute, moi, je reviens chargé comme une batterie Tesla après un gros shoot d'énergie Rien que ça, sur une aire d'autoroute. Bon, pour la rentrée, on vous a concocté un épisode spécial, mais vraiment, vraiment très spécial, le genre d'épisode dont on n'a jamais fait des comme ça, je ne sais pas si on en aura d'autres. Un qui va allier nos stimulants échanges habituels et qui va aussi mixer de la musique, de la vraie, jouer en live directement pendant l'épisode avec notre invité. Je peux dire que ça, c'est vraiment une idée de génie et moi, j'ai hâte d'entendre ce live, vraiment. Ouais, moi aussi, c'est un épisode qui s'avère aussi passionnant. Certainement, on va questionner, expérimenter aussi directement la place de l'IA dans le processus créatif. On va se demander quel va être le rôle des artistes dans notre société alors que l'IA semble concurrencer l'humanité dans l'un de ses traits les plus spécifiques, la créativité. Alors, du coup, en quoi c'est si spécial? Tu nous promets la résurrection de Gepetto, c'est ça? Ça serait cool qu'on puisse revoir Gepetto. Je vois que tu connais tes classiques. Non, c'est GPT finalement. Gepetto. T'as reconnu l'évocation du fameux dessin animé Pinocchio en intro. Oui, bon, c'était pas très compliqué. Hein. Je crois qu'on l'a tous celui-là. Ouais, j'avoue. Mais bon, on n'a pas réussi à obtenir Gepetto, mais effectivement, on a Édouard Ferlet qui est venu avec son Pinocchio à lui, son pianoïde. Attends, son quoi? Ses opioïdes? J'ai pas compris. Son pianoïde. Ah bon. Je vais pas trop en dire, mais en gros, son pianoïde, c'est un piano mécanique qui est joué directement, piloté par une IA. Oh, carrément, quoi. Ouais, ça donne corps au vieux rêve d'Aristote. Oula. Aristote. Ça y est. Je vais parler à ton cœur, la série. Ah bah oui. Alors, monsieur prend des vacances, lit un petit peu de philosophie, ça y est, il nous lâche du Aristote dès la rentrée. 4e siècle avant Jésus-Christ, dans son ouvrage La Politique, qui disait si chaque instrument était capable, sur une simple injonction ou même pressentant ce qu'on va lui demander, d'accomplir le travail qui lui est propre, si les navettes tissaient d'elles-mêmes et les plectres pinçaient tout seuls la cithare, les plectres c'est les anciens médiators qui servent à jouer aux guitaristes, un instrument capable de pressentir ce qu'on va lui demander, finalement ce rêve d'Aristote est enfin en train de prendre forme. On va l'entendre. Eh ben oui, mais c'est Édouard qui va nous en parler le mieux. Bonjour Édouard. Bonjour, merci de m'avoir invité. Écoute, merci à toi. Édouard, on se tutoie, on est d'accord? Ouais, on va se tutoyer. Ouais. T'as vu que j'ai sorti, pour ceux qui nous écoutent, allez sur YouTube pour regarder, j'ai sorti mon t-shirt spécial pour l'occasion. Il y a écrit Music Sounds Better With You quand même. Effectivement. Je sais pas si je jouais déjà avec de l'IA, mais je crois pas. Mais c'était pas mal aussi quand même. Il y avait beaucoup d'électro, effectivement. Bon, on fait rapidement les présentations. Édouard, tu commences donc le piano au plus jeune âge, à 7 ans. T'explores très tôt un vaste spectre musical, du classique, du jazz, du modern jazz. En 92, tu obtiens à Berklee College of Music le prestigieux diplôme de Jazz Composition, ainsi que le prix Berklee Jazz Performance Award. De retour en France, tu intègres la scène parisienne et tu produis plusieurs albums, dont Considération avec le trio Viré, qui a été récompensé par 2 victoires du jazz quand même.
En 2012, Think Back marque ton succès en solo, cette fois en mêlant habilement le jazz et le baroque. Puis tu crées ton propre label, Mélisse, en 2006, qui affirme ton indépendance artistique et tu multiplies à ce moment-là les projets hybrides. Et ton dernier projet, on y arrive, Pianoïde, lui marie improvisation électroacoustique avec un vrai piano, on va dire, et inspiration contemporaine dans des dialogues à 2 pianos, l'un joué par toi, et l'autre joué par une machine. C'est ce qu'on va voir. Là, tu y réinterprètes avec l'IA l'énorme Colne Variations de Keith Jarrett. Si vous connaissez pas, allez écouter ça, c'est exceptionnel. Et tu l'as réinterprété notamment donc avec une IA au printemps de Bourges. Édouard, j'ai tout bon? Tout bon, moi je peux rien rajouter, merci, je m'en vais, au revoir. Alors, reste un peu. Reste quand même, on a besoin de t'entendre. C'est d'ailleurs parti pour le grand entretien où tu vas nous dévoiler donc toutes tes recettes de ce jeu avec l'IA. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon alors c'est formidable de te recevoir Édouard, on a vraiment hâte de t'entendre et on vous promet donc 2 séquences, 2 morceaux joués par Édouard en live que vous allez pouvoir entendre, mais vous allez pouvoir également voir parce qu'on est en direct de son studio. À la fin de chacune de nos séquences, Édouard nous fait un cadeau, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, pianiste, ça, on connaissait. Hein. Moi, je joue pas d'instrument, encore moins de piano, mais on voit à peu près ce que ça donne. On sait à peu près comment fonctionne l'instrument également. En revanche, un piano mécanique, un piano assisté par IA, on a un petit peu de mal à voir comment ça fonctionne. Et donc, je propose qu'on parte du point de départ. C'est quoi concrètement ce pianoïde? Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Que fait l'IA dans le pianoïde? Alors, je vais peut-être commencer par le début. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là, de parler et vous expliquer mon projet. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet. En fait, il faut savoir que j'ai démarré avec on appelle ça un piano à rouleau ou alors un piano pneumatique, un piano mécanique. En fait, l'idée de ce piano, c'est qu'il est né en fait au début du XXe siècle et il est arrivé avant le phonographe. C'est-à-dire que les gens, pour écouter de la musique chez eux, ils achetaient des pianos à rouleau avec les rouleaux qu'on mettait dedans et ça faisait jouer des musiques qui étaient enregistrées par les compositeurs de l'époque. Fauré, Debussy, Scott Joplin, qui enregistraient, on appelait ça la matrice, qui perforait en fait les rouleaux en direct et qui corrigeait un peu en mettant du scotch. Je sais pas si à l'époque il y avait du scotch, mais en tout cas il corrigeait un peu les erreurs en effaçant les trous, en refaisant d'autres trous ailleurs. En tout cas, ça a démarré comme ça et les gens qui voulaient écouter de la musique dans leur salon étaient obligés d'acheter un piano comme ça, un rouleau avec des rouleaux différents. Et quand le phonogramme est arrivé, ça a supplanté le disque clavier en fait. Oui. Excuse-moi de t'interrompre, mais ce principe même de carte perforée était à l'origine même aussi de l'informatique. Hein. Faut s'en souvenir. Charles Babbage en fait a utilisé le principe de la carte perforée, c'est l'origine même de l'informatique, et c'est grosso modo les ancêtres des algorithmes parce que finalement c'est tout le temps la même chose et c'est les trous qui ont été perforés qui donnent ça. Ouais, effectivement. Donc déjà là il y a une filiation très directe et vas-y on te laisse raconter les suites. Donc en fait c'est parti de là et en fait moi après je suis artiste Yamaha donc c'est grâce aussi au compagnonnage avec Yamaha que j'ai pu jouer sur des pianos, on appelle ça des disques claviers. En fait, ils ont racheté le brevet de piano mécanique automatique et j'ai commencé à essayer d'avoir des idées et j'ai fait mon premier concert au Bouffe du Nord à Paris il y a 10 ans avec 3 pianos. Il y avait 2 pianos automatiques et un piano à queue. Et j'ai voulu imaginer, au début j'étais très ambitieux, je voulais avoir des hologrammes de ces pianistes qui ont perforé les premiers pianos mécaniques, qui jouaient à côté de moi. Enfin, j'avais plein d'idées. Je voulais aussi que les personnes puissent à l'entrée du théâtre pianoter sur un piano et qu'on enregistre ce qu'ils jouent pour pouvoir le reproduire après en concert et que j'improvise dessus. Enfin, c'est encore des idées que je pourrais avoir. Il y a vraiment plein de choses à faire. Pour moi, c'est le piano qui est aussi le symbole de l'apprentissage aussi. C'est un piano qui joue tout seul. Donc en fait, la musique, avant que ce soit écrit, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, elle était juste écoutée et transmise oralement. La musique, ça se transmet oralement à l'origine. Et donc ce piano-là, non seulement ça transmet oralement, mais visuellement. Parce que le piano, c'est très visuel aussi. Il faut absolument utiliser le côté visuel du piano. Et c'est ce que j'ai fait dans mon projet Think Back, où moi j'ai utilisé le graphisme à la place de la musique. Mais on peut voir sur le piano, on peut voir ses doigts, etc. Mais il y a plein d'autres instruments où on ne voit pas ses doigts. Le saxophone, on peut pas voir ses doigts. Le violon, c'est difficile. Alors, explique-nous, où est l'IA du coup? Au début, c'était tout simplement un robot. J'ai commencé à programmer ce robot. Okay. J'ai pas travaillé tout de suite avec l'IA. J'ai commencé à travailler avec le principe de la robotisation. Ce qui est déjà aussi intéressant pour un musicien, un créateur, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que je peux faire avec un robot? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'a appris plein de choses. Je vais pas tout vous dire, mais il y a une chose principale qui m'a appris,
c'est par exemple de jouer les choses de façon droite, sans émotion. C'est un jeu robotique, on est vraiment en plein dedans là. Exactement. Et en fait, l'intérêt, c'est que je vous donne un exemple plutôt sur un comédien qui va dire un texte de Shakespeare. Quand il va dire le texte de Shakespeare, il va interpréter le texte, il va faire le texte à sa façon. Son ego va être présent, il va vouloir faire le comédien, il va vouloir s'imposer, un petit peu comme moi, je fais un peu le malin, là, j'essaie de bien parler, etc. Mais si on lui demandait de dire exactement le texte de Shakespeare sans rien dire du tout, ça suffirait, ça serait presque même plus émouvant parce qu'en fait, on a l'origine du texte. Et quand je reviens à la musique, c'est comme si on jouait du Bach, mais de manière robotique, sans mettre d'émotion. Donc, du coup, on va avoir que l'essence de la musique, c'est-à-dire les notes, le rythme, le phrasé, et on n'aura pas d'interprétation. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'avoir vraiment l'origine de la musique. Et donc, le robot, lui, va jouer sans émotion. Nous, on peut pas jouer sans émotion. Mais il se trouve que je me suis amusé à essayer de jouer comme lui. Je reviens finalement à l'essence de la musique telle qu'elle a été écrite, sans ajouter la dose de ce qu'amène l'interprète avec toutes ses émotions, son histoire, sa culture, sa manière à lui de jouer. Mais où est l'IA alors ? J'y viens. Donc ça a démarré comme ça. Et après, bon, moi j'ai essayé de jouer comme le robot, etc. Ouais. Et petit à petit, l'IA est arrivée un peu pour le grand public. Et moi, j'ai eu une commande du Printemps de Bourges. Et c'est là où ça a déclenché mon intérêt. Ils m'ont demandé de faire un projet autour de mon dispositif Pianoid, parce qu'ils savaient que c'était un dispositif qui était assez technologique et performant, très novateur. Après, faire autour du projet de Keith Jarrett un album qu'il a enregistré qui s'appelle le Köln Concert. C'est un concert qu'il a enregistré totalement improvisé. Plus de 4 millions de personnes ont écouté parce qu'il a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Cet album est fou. Parce qu'il était en tournée en solo. Ouais. Et il arrive au concert et surtout qu'il arrive sur un piano qu'il n'avait pas demandé. Le piano était pourri. C'était un piano qui marchait pas, la pédale déconnait. D'après le rapport de l'accordeur, c'était un piano qui était inutilisable. Donc il s'est débrouillé avec ce piano. Il a quand même fait le concert. Et c'est devenu le concert de sa vie. C'est grâce à ça qu'il est devenu connu. Et donc ça c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il arrive à jouer sur un piano pourri et en faire finalement l'album de sa vie. Et je pense que c'est aussi parce que il est arrivé à ce moment-là, il avait le dos en vrac, il a fait 8 heures de route en mois de janvier dans une 4L, sans chauffage, etc. Et il s'est dit tiens, à mon avis, il s'est dit bon, je vais tout lâcher, j'y vais, c'est pas grave, vaille que vaille. En plus, il a fait ça, c'était après un concert à l'Opéra de Cologne, à 11h du soir, etc. Il a fait son concert sur en marchant tout. Ça peut passer. Exactement. Alors, l'IA. Donc, après la commande de Boris du Printemps de Bourges, en fait, qui m'a commandé ça. Donc, d'ailleurs, c'est un festival qui est pas spécialement de jazz qui me propose ça. Ouais. Donc, je suis super content de pas être justement dans les codes. Et là, je me pose vraiment la question, qu'est-ce que je vais faire avec l'IA? Parce qu'à l'époque, je savais pas trop quoi en faire. Donc, en fait, je me suis renseigné comme un néophyte. Je suis allé sur Internet, j'ai regardé tous les logiciels qui existaient sur l'IA. Donc, j'ai vraiment fait mon chemin de croix, où vraiment, j'ai commencé de zéro jusqu'à maintenant, comme n'importe qui pourrait le faire. Et je me suis aperçu que il y avait rien qui pouvait être utile pour moi concernant le système MIDI. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais le MIDI, c'est le système de communication de la musique. C'est ce qui permet de avoir le nom de la note, si c'est un do, un ré, mi, fa, sol, la longueur de la note, si une note courte ou longue, forte ou pas forte, et il y a la temporalité, c'est-à-dire à quel moment elle est jouée. Et il se trouve que les pianos avec lesquels je joue sont pilotés grâce à ce système MIDI. C'est-à-dire que ce premier piano sur lequel je joue envoie un signal MIDI sur le deuxième piano qui va jouer tout seul avec ce que je vais lui envoyer. J'en viens à l'intelligence artificielle, c'est qu'il a fallu que je trouve un système pour que ça puisse être créatif. Parce que moi, l'idée, c'est que je voulais pas utiliser l'IA comme un assistant. Pour moi, l'IA, c'est pas un assistant en tant qu'artiste. En tout cas, la vision que j'avais en tant que mon positionnement d'artiste, c'est que je voulais que ça m'amène dans des endroits inimaginables. Or, l'IA, ça nous amène dans des endroits auxquels on ne penserait pas, en fait. Et c'est ça, un artiste, c'est aller quelque part. C'est l'imagination, c'est comment essayer d'aller dans les endroits complètement fous. Après, on peut revenir pour peut-être recadrer un petit peu. Mais moi, dans mon travail, j'essaye d'aller le plus loin possible pour après remodeler un petit peu pour que ça puisse être cohérent. Comment ce partenaire, entre guillemets, puisque finalement c'est comme si vous jouiez à 4 mains, voire plus, c'est toi qui veux nous dire, comment ce partenaire peut te faire sortir de ton propre cadre? Parce que tu viens de nous expliquer un truc intéressant, j'aimerais qu'on creuse. Toi, tu joues sur ton piano, ça envoie un signal MIDI au deuxième piano, qui est le piano mécanique, et lui, à ce moment-là, il joue. D'où une question... ça veut dire qu'il s'inspire, entre gros guillemets, il s'inspire de ce que tu es en train de jouer pour lui-même composer
une improvisation sur la base de ce que tu joues. C'est comme ça qu'il faut le comprendre? Il faut savoir que l'intelligence artificielle fonctionne comme un enfant, c'est-à-dire que comme nous on a fonctionné, il va apprendre. Il faut lui donner des informations pour qu'il puisse apprendre. Donc qu'est-ce que je vais lui donner? Là, en l'occurrence, c'est sur le travail de Keith Jarrett. Donc je vais lui donner toutes les pièces de Keith Jarrett qui existent, tous les enregistrements, puis je vais lui faire apprendre à jouer comme Keith Jarrett. Comme ce que j'ai fait moi quand j'étais étudiant à Berklee, comme l'a dit Mick tout à l'heure. Je me vois encore, honnêtement, je me vois encore à Berklee sur mon piano droit avec mes 2 enceintes et jouer avec lui pour pouvoir jouer comme lui. Parce que le principe du jazz, ou je dirais même de la musique en général, c'est s'inspirer de nos maîtres pour pouvoir jouer comme eux. C'est-à-dire que Bach, il s'inspirait de ses contemporains de l'époque. Il allait écouter les messes pour essayer de rejouer comme eux. Mozart, il faisait pareil. Comme il y avait rien pour enregistrer, il mémorisait tout. Il rentrait chez lui et il jouait pareil. Donc l'idée, en fait, c'est de jouer pareil. Quelle IA t'as utilisé? C'est genre ChatGPT ou c'est un modèle d'IA spécifique pour la musique, voire que t'as développé toi-même? Je sais pas. Alors j'ai utilisé aussi ChatGPT, mais je me suis fait aider aussi de 2 partenaires parce que j'allais pas faire tout seul, parce que je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué de faire tout seul. Donc je me suis fait aider de plusieurs partenaires, déjà de Benoît Carré, qui est aussi un musicien et qui a travaillé beaucoup avec l'IA. Donc on a travaillé ensemble pendant longtemps pour essayer de trouver des façons de rendre l'IA créative pour un musicien et de quelle manière nous on peut l'utiliser de manière créative. Et encore une fois, pas comme si c'était un assistant. Et après j'ai travaillé avec l'IRCAM aussi, qui est un centre de recherche qui a été créé et fondé par Boulez. Et j'ai travaillé aussi avec le Sony CSL, c'est les laboratoires de chez Sony. Donc j'ai été quand même assez accompagné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui l'IA est travaillée et ce sont des chercheurs, ce sont des informaticiens, des ingénieurs qui développent l'IA. C'est pas des IA déjà prêtes sur le marché. Vous avez vraiment développé une IA spécifique pour. Non, on a développé une IA spécifique. Donc en fait, on a fait apprendre à l'IA le jeu de Keith Jarrett. Donc il a appris pendant de nombreuses heures tout ce qu'on pouvait lui donner sur Keith Jarrett. Et à partir de là, je vais lui jouer quelque chose et il va s'inspirer de ce que je vais jouer et le mélanger avec ce qu'il connaît de Keith Jarrett et il va ressortir quelque chose de nouveau. Ah, canon. Et c'est assez phénoménal. Et ensuite, grâce au langage MIDI, pour relier les différentes briques technologiques, on pourrait dire, grâce au langage MIDI, ça permet, l'IA envoie ça au langage MIDI, qui permet ensuite de le retranscrire pour la mécanisation du piano et le robot qui joue sur le piano finalement. Voilà, exactement. Mais après, par rapport à ChatGPT, je veux dire, moi, je vais, par exemple, là, on parle de travailler avec Keith Jarrett, mais par exemple, seul, je vais commencer à jouer une phrase. Je vais demander à ChatGPT, est-ce que tu peux me tourner cette phrase en m'effaçant tous les do de ce que je viens de jouer. Tu m'enlèves tous les do et tous les fa, par exemple. Quand tu dis une phrase, c'est une phrase musicale. Hein. Voilà. Je peux lui dire ce que je veux, en fait. C'est un petit peu comme un prompt, mais musical. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir travailler, en fait, les mots comme on fait sur ChatGPT, parce que moi, je travaille aussi un petit peu avec ChatGPT pour faire des dossiers de présentation, etc. Ça m'inspire pour m'aider à mettre en forme, à structurer. Et ben, pour la musique, c'est pareil. Mais le problème, c'est que derrière, il faut le final cut. Il faut pouvoir décider après si c'est bien ou pas. Est-ce qu'on fait cette solution-là ou pas? C'est ça, en fait, la créativité. C'est pas tellement le fait on a le choix et il faut décider après. Parce qu'un créateur, moi, j'ai plein de compositions dans mes tiroirs que j'ai écrites, j'ai des centaines de compositions. Mais pourquoi je vais décider de sortir celle-ci? Parce que c'est mon esthétique qui va parler. Ce que tu nous décris depuis tout à l'heure, et notamment ta collaboration avec Sony, etc., ça m'a remémoré une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle, j'espère encore, François Pachet. Je sais pas si ça te parle. Je l'avais vu sur une scène à Rennes dans le cadre de la French Tech pour le coup. Et François Pachet, il utilisait Watson d'IBM pour justement produire des morceaux de musique à la manière de. C'était assez bluffant. Il avait fait notamment, ça s'appelait Flow ou Flow Machines ou un truc comme ça. Et je viens de vérifier, il bossait effectivement pour Sony. Benoît Carré a bossé sur Flow Machine aussi. Ah voilà. Bon, bah voilà, donc effectivement, voilà, question, réponse, nickel. Et deuxième question, parce que comment la machine finalement s'inspire de ce que tu es en train de faire, et notamment, donc j'ai regardé effectivement ton œuvre, j'ai regardé plusieurs vidéos, tes concerts, et ce qui était assez impressionnant, c'est qu'on a tous en tête que le jazz, c'est quand même beaucoup aussi l'improvisation. Ouais, dans quelle mesure, toi, quand tu joues,
la machine va systématiquement reproduire les mêmes notes, les mêmes phrases, comme vous disiez tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil, mais une fois que tu as improvisé une fois, en général, après t'enregistres et puis on retrouve ça sur des supports, parce que sinon on ne fait qu'improviser, il n'y a jamais aucune trace. Est-ce que à chaque fois que tu vas jouer le même morceau, la machine de l'autre côté va improviser entre guillemets, en tout cas va jouer de la même manière, ou est-ce qu'elle peut non pas halluciner, mais partir dans des chemins auxquels tu ne t'attends pas toi? Elle va pas reproduire, elle va vraiment produire, elle va réinventer, elle va renouveler. Et c'est pour ça que c'est intéressant en tant qu'improvisateur, c'est que on va être surpris par la machine. Et c'est pas la même surprise qu'un être humain. Mais attention, moi pareil, la machine, quand je joue avec l'IA ou quand je joue avec Pianoid, je garde une considération. J'ai une considération pour lui. Je le prends pas pour juste un robot. Il faut aussi pouvoir se dire que c'est comme si c'était un être humain. C'est un petit peu schizophrène hein, comme façon de travailler, mais c'est un jeu. Enfin, quelque part c'est du théâtre. Hein, c'est du théâtre. Mais après, il reproduit ce que je lui demande de reproduire. Encore une fois, je lui dis. Vous savez que c'est exactement comme quand on écrit un poème. Il y a des rimes, il y a des rythmes, il y a des alexandrins, il y a des nombres de pieds, etc. Pareil, si j'écris une phrase et que je lui demande de me refaire une phrase dans une autre tonalité, avec 3 pieds en plus, avec une rime différente, etc. Ça va dépendre aussi de quelle manière je vais lui écrire le prompt. Mais juste pour être sûr, parce que moi je suis pas musicien, ça veut dire qu'on n'entendra jamais 2 fois le même morceau? Ou si tu arrives quand même à jouer 2 fois le même morceau sur 2 scènes différentes, sans avoir forcément à l'enregistrer pour qu'il soit fixé une bonne fois pour toutes? Alors déjà, moi je joue rarement 2 fois la même chose, sauf quand c'est programmé, parce qu'il y a aussi dans Pianoid, je vais pas vous cacher qu'il y a des endroits où c'est de la programmation, où comme un DJ, j'appuie sur un bouton, il y a une séquence que j'ai programmée qui part. Comme un sampler quoi en fait, c'est des boucles. Exactement comme un sampler, sauf que c'est en MIDI et c'est un piano mécanique qui va jouer. Mais c'est une phrase ou une série d'accords que j'ai programmée, que j'envoie quand je veux. Alors je l'envoie quand je veux, mais à partir du moment où j'appuie sur le bouton, là on le voit, c'est des boutons que j'ai sur mon clavier au-dessus de mon clavier de piano, j'ai tout un stand de boutons et des claviers de commande en fait, on appelle ça des contrôleurs MIDI. Donc en fait c'est un mélange, il n'y a pas que de l'IA en fait là-dedans, il y a de la programmation, il y a aussi du random aussi. C'est plus complexe que ça effectivement, et c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant à voir parce que mécaniquement on voit bien les touches qui bougent, on voit vraiment tout le piano c'est ce qu'on va voir maintenant d'ailleurs. C'est ce qu'on va voir maintenant. On vous l'a promis. Observez bien, si vous nous écoutez sur justement les plateformes de musique, eh bien pour une fois, faites l'effort d'aller sur YouTube, regardez, c'est maintenant à toi de nous faire une démonstration de Pianoid. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je vais vous jouer une pièce qui est tirée du coup du Köln concert de Keith Jarrett. Il n'y a pas vraiment de nom de Keith Jarrett, mais moi je l'ai renommé Sway. Et c'est dans le concert. J'ai extrait un petit bout du concert et je l'ai développé à ma manière et grâce à l'IA aussi.
Wow. Bravo, bravo. C'était canon. Ouais, merci beaucoup. Et sincèrement, allez voir la vidéo parce que pour celles et ceux qui pourraient penser que piano mécanique, du coup c'est très mécanique, c'est très froid, c'est extrêmement vivant. Édouard se met debout, il actionne tout un tas de choses, c'est vraiment humain. Donc allez voir, en plus de l'écouter, vous comprendrez mieux. Et après l'IA dans la musique, la ruée vers l'IA, c'est le Patch Tech de Fabienne Billard. C'est le Patch Tech. Aujourd'hui, Fabienne, on part avec toi pour une ruée vers l'or, ou plutôt une ruée vers l'IA, celle qui attire toutes les convoitises des entreprises avec la promesse d'une productivité décuplée. Mais alors, on en est où ? C'est un rêve ou une réalité ? Spoiler, Greg, un peu des deux. Entre les injonctions, les promesses technophiles et la prudence des sceptiques, on va se poser 5 minutes, le temps de cette chronique et rassembler quelques faits. En 2024, seuls 22% des grandes entreprises avaient vraiment déployé une IA générative à grande échelle. En gros, à peine une entreprise sur 5 avait vraiment sauté le pas. Et au sujet des fameux 10% de productivité, pour l'économisme d'Aaron Aemoglu du MIT, c'est largement surestimé. Mais alors, quelles sont les entreprises qui ont le plus déployé l'IA ? Ce n'est pas vraiment la question de qui, mais plutôt comment.
Certaines études, comme celle menée par Databricks au niveau mondial, montrent des gains réels dans les cabinets de conseil, les services juridiques ou encore chez les collaborateurs. À noter, ce sont les employés les moins productifs à la base qui profitent le plus des premiers effets. En somme, plus le niveau de départ est bas et plus l'IA booste. Ok, mais l'IA, elle est utilisée comment concrètement? Dans les grandes boîtes, l'IA est déployée pour des décisions stratégiques, développement produit, recrutement, planification RH, et surtout pour tout ce qui touche le client, marketing, vente, service, et là c'est le jackpot. Dans les entreprises qui pèsent plus de 10 milliards de dollars, 97% utilisent déjà l'IA générative. Par exemple, dans une entreprise de services américaine, les employés boostés par un assistant IA ont vu leur productivité grimper de 14% en un mois et de 25% après 3 mois. Sans surprise, les DSI sont logiquement les plus enthousiastes et 62% l'ont déjà intégré totalement. Et parmi les champions, citons le secteur financier. Chez BNP Paribas, pas moins de 780 cas d'usage d'IA étaient en production fin 2024. Leur recette, apprentissage progressif et montée en compétences. À l'inverse, la fonction juridique reste frileuse. La santé et le commerce de détail y vont doucement, tandis que le secteur public et les médias font de la résistance. Et la France dans tout ça, elle en est où? Alors, il n'y a pas de quoi être fier sur ce point. Selon Opinionway, 4 entreprises sur 10 n'ont encore rien fait. Plus de la moitié ont engagé des tests, parce que la tech, oui, c'est facile à tester, mais l'implémenter, et là, on parle de sport de haut niveau. Pendant ce temps, près d'un salarié sur 2 reconnaît utiliser l'IA générative et un tiers tous les jours, souvent sans le dire à leur hiérarchie. Résultat, on injecte des données sensibles, depuis des comptes perso, sans cadre, sans gouvernance, ce qui pose bien sûr des risques de sécurité, de fuite et d'éthique, pour n'en citer que quelques-uns. Ah, le fameux Shadow AI. Mais alors, comment est-ce qu'on réussit l'intégration de l'IA dans les organisations? 3 axes, la data, les process, les humains. Premièrement, d'un point de vue technologique, primordial est le travail sur la data. Elle est trop fragmentée, mal gouvernée. 48% des data ingénieurs passent d'ailleurs leur temps à réparer les connexions aux sources. L'architecture est à revoir et la gouvernance souvent absente. Deuxièmement, côté organisation, il faut écouter les métiers, auditer les usages, intégrer l'IA au processus réel et surtout former. Déjà 93% des dirigeants britanniques ont lancé des plans pour muscler les compétences IA. Et quand c'est bien structuré, la productivité peut grimper de 30%. Comme le dit Vincent Luciani, cofondateur de la société Artefact, l'IA ne rapporte que si elle s'inscrit dans l'intelligence collective. Fun fact, pour finir, les métiers les plus impactés par l'IA ne sont pas ceux que l'on croit. Alors, devinette, qui sont les plus touchés? Les dirigeants et les managers. Parce qu'aujourd'hui, l'IA peut révéler des modèles d'affaires inédits, des signaux faibles et repenser la stratégie en profondeur. La vraie question pour les managers n'est plus de penser l'efficacité des collaborateurs, mais aussi et surtout la leur. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Et bien voilà un épisode qui tient toutes ses promesses, un morceau improvisé avec une IA, un retour de Fabienne et de son rafraîchissant patch tech sur la fin de l'été. On est bien là, on est bien. Il manque que les cigales là. Bon, maintenant Edouard, on va voir ensemble comment finalement l'IA impacte la créativité. Ça pose énormément de questions, l'arrivée de l'IA qui semble nous concurrencer dans la créativité. Toi d'abord, quand tu joues finalement avec ce pianoïde, quelles sont les émotions que tu as? Est-ce que c'est les mêmes que quand tu joues avec un autre musicien? Est-ce que tu as l'impression que c'est comme un de tes potes musiciens d'un groupe qui jouerait avec toi, ou tu le considères pas exactement de la même manière? Non, c'est pas exactement pareil. Je peux pas quand même pas comparer un piano robotisé par l'IA avec un être humain, mais ça m'apporte autre chose. Et ça m'apporte des choses qui me font avancer, qui me font progresser. Ce que je disais, voilà, pour revenir un petit peu à la robotisation, c'est le point de départ pour moi avec Pianoïd, c'est qu'en fait, au début de l'ère industrielle, l'homme a essayé de créer le robot pour imiter le geste de l'homme, en fait. Maintenant, j'ai l'impression qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que on essaye d'imiter le geste de la machine, et c'est là où l'artiste peut s'intéresser à de quelle manière une machine peut créer quelque chose et s'en inspirer, en fait. C'est vrai que ça. Pourquoi tu dis qu'on essaie de s'inspirer du geste de la machine? Qu'est-ce qui te fait dire ça? À quoi tu penses?
Par exemple, pouvoir jouer des choses que l'homme ne peut pas faire, des choses que l'homme ne peut pas faire au piano, par exemple, jouer des choses très rapides, très lentes, très douces, avec un volume très bas, c'est difficile. Ou par exemple, là, je vais pas vous le faire parce que ça va vous casser les oreilles, mais jouer de manière très très forte, et ça fait très très mal aux oreilles, c'est inhumain. Mais quand on fait des prises de son comme ça et qu'on met les micros près des pianos et qu'on envoie, qu'on fait jouer le piano très très fort, ça donne un son synthétique qui est incroyable et c'est plus du piano. En fait, ça fait jouer le piano plus comme un être humain, plus comme un pianiste, et le piano sonne différemment. En fait. Je sais pas, parce que tu viens de faire référence en fait au pianiste et le fait de reproduire les gestes du pianiste. Je sais pas si tu as lu ce bouquin de Kurt Vonnegut qui s'appelle Le pianiste déchaîné, vraiment début de l'ère industrielle où on a capté sur bande magnétique les faits et gestes des meilleurs ouvriers de l'usine pour pouvoir les reproduire après sans eux. Et il y a notamment dans un des bars où se rend l'un des protagonistes de l'histoire, où il y a un piano qui joue automatiquement, c'est un piano IA en quelque sorte, dans ce bouquin de Kurt Vonnegut Jr. pour être très précis. Je t'invite à lire, je suis sûr que ça va te plaire. Avec plaisir, ouais, tout à fait. Donc l'idée c'est ça, c'est de trouver des sources d'inspiration en fait. Pour moi l'IA c'est une source d'inspiration. Mais de toute façon, en tout cas pour l'instant la façon dont j'utilise, c'est qu'au bout de la chaîne, il y a l'être humain qui est au bout pour pouvoir jouer. C'est-à-dire que pour moi c'est ça qui est important, c'est que l'IA soit portée par un être humain au final. Je parle d'une prestation artistique. Hein. Rien ne remplacera un être humain sur scène. L'IA ne va pas remplacer. C'est juste il fait autre chose. C'est un instrument supplémentaire. Un peu. On a rapidement évoqué la notion de sampling tout à l'heure. Quand les sampleurs sont arrivés, est-ce qu'il n'y a pas eu les mêmes questions qui se sont posées sur est-ce que c'est encore créatif ou est-ce que c'est du copier-coller alors que je sais pas, Dépêche Mode, Kraftwerk et puis après bien d'autres. Et Radiohead, ouais, exactement. Et puis on peut penser plus récemment entre guillemets à DJ Mehdi, enfin vraiment un dieu du sample, etc. Donc c'est quoi ce rapport à la créativité? Est-ce que en quelques mots tu peux nous dire toi comment ça vient booster, doper, changer, donner peut-être une autre couleur à ta créativité? En fait, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse sur chaque nouveau projet, c'est de travailler d'une manière différente. On peut composer de la musique de plein de manières. On peut composer en improvisant, on peut composer en écrivant sur du papier, on peut composer en tapant sur l'ordinateur, on peut composer en reproduisant les chants des oiseaux. Il y a des millions de façons de s'inspirer de la composition. L'IA est un nouvel outil avec lequel on peut s'inspirer. Par exemple, je peux enregistrer une pièce que je fais au piano. Après, l'IA, je lui demande de retenir uniquement les ultrasons et les infrabasses, c'est-à-dire ce que je n'entends pas, et de me reproduire ça sur des sons qu'on peut entendre. Ça, par exemple, c'est inspirant. Ça peut faire quelque chose. Peut-être c'est nul. Ça mène c'est un chemin en tout cas que tu pourrais pas prendre tout seul, quoi. Je pourrais pas faire tout seul puisque c'est des sons que je n'entends pas. Donc j'utilise la machine pour me faire dévoiler ces sons-là qui sont inaudibles par l'être humain. À moins que je demande à mon chien de me dire quels sont les ultrasons que je joue. La communication, il va falloir peut-être une IA qui fait communiquer le chien avec l'être humain. Mais donc l'interface MIDI du chien, quoi. En fait, c'est ça le problème. Tu as des IA qui cherchent à décrypter le langage des baleines, effectivement. Donc pourquoi pas pour ton chien. Ceci dit, ce que tu expliques là en ce moment, ça me fait penser aussi à une artiste française qui s'appelle De Laurentiis, je crois, qui utilise l'IA aussi pour changer sa voix. Et donc des modulations de voix qu'elle ne pourrait pas avoir par ailleurs. Ça s'appelle de l'autotune, ça. Non, pas que de la modulation. Enfin, vraiment, elle chante avec plein de voix différentes. Enfin, je crois. L'IA est beaucoup utilisée sur l'audio, en fait, mais pas sur le MIDI. C'est pour ça que c'est très nouveau pour moi de travailler sur le MIDI, et c'est quelque chose parce que le MIDI, c'est ce qui permet aussi de faire les partitions, tout ce qu'il y a sur Internet, toutes les partitions, les éditeurs de partitions travaillent avec du MIDI. Donc pour l'instant, les développeurs n'ont pas vraiment trouvé la façon commerciale en fait de développer l'IA en MIDI, parce que ça paraît encore un petit peu, les gens savent pas ce que c'est que le MIDI, mais en fait ça utilise aussi le MIDI est utilisé pour faire toutes les lumières sur scène, s'ils utilisent le système MIDI, tu vois. Donc moi j'attends vraiment un développeur qui puisse vraiment être prêt pour démarrer ce projet que je vais pas vous dévoiler, mais qui est un projet qui est lié à ChatGPT et la musique, mais qui permettrait d'aller très très loin. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse bizarrement en tant qu'artiste, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse jouer du piano, même les gens qui sont pas pianistes. Moi, je vais pas imposer à des gens à jouer 3 heures de piano pour pouvoir jouer au clair de la lune. Si t'as envie de jouer un morceau, par exemple, avant de t'endormir, t'as envie que le piano te joue une berceuse douce, qui puisse t'aider à t'endormir et rêver peut-être d'être sur une île, etc. Et ben, le piano devrait être capable de le faire. Ce qui est important, c'est l'idée. C'est pas tant l'exécution, à la limite. Vous voyez, nous, on est des exécutants aussi, les sportifs, les danseurs, les musiciens. On est obligé d'exécuter nos idées.
Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les idées. Parfois, dans certains arts, dans l'art plastique, il y a juste l'idée qui est là, et après, ils donnent le développement à des artisans. Modulo, l'interprétation, mais dont tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu cherchais plutôt à t'en affranchir pour être dans une lecture pure et parfaite de la compo telle qu'elle a été écrite. Mais ça reste discutable, j'imagine, entre artistes. Vous n'avez pas tous. Non, mais c'est une façon de le faire. Je dis pas que je joue comme ça. Non, mais ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être enlever complètement la technique, faire que l'émotion. Hein. Le message est lancé à notre audience. Hein. S'il y a des développeurs qui sont chauds sur un projet, on vous mettra en contact. Et dis-moi, comment réagissent les musiciens autour de toi? Parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes, d'écrivains même, qui ont peur de l'IA, qui du coup disent non, c'est complètement nul, ça amène aucun résultat. Qu'est-ce qui se passe quand toi t'arrives avec ton pianoïde, que tu te passes du coup d'un autre membre, parce que ça pourrait être un humain qui jouerait le deuxième piano, et où tu choisis d'arriver avec l'IA? Je sais pas, est-ce que tu t'es déjà fait insulter, jeter des pierres? Peu de musiciens savent ce que c'est que l'IA. Déjà, on le voit bien avec ChatGPT, il y a des gens qui disent oui, c'est nul. Ceux qui disent c'est nul, c'est ceux qui n'ont jamais essayé. Après, voilà. Moi, je pense qu'il faut essayer l'outil, il faut comprendre, voir comment ça marche, et n'importe qui peut le faire. Il y a plein de logiciels sur Internet qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors après, il y en a aussi plein qui se disent d'utiliser l'intelligence artificielle, et c'est l'algorithme poussé en fait. Donc, faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de fausses informations en marketing. Hein. Il y a plein d'outils qui ne sont pas de l'IA. Mais tu comprends les musiciens qui ont cette peur finalement vis-à-vis de l'IA, et de dire peut-être que demain la musique elle sera faite par IA. On le voit déjà avec des applications qui génèrent complètement des musiques, et certains musiciens qui faisaient des musiques de pub, des musiques corporate, des musiques voilà, un peu qui étaient pas de la grande musique, mais voilà, quelque part disent nous on perd du chiffre d'affaires à cause de ça. Tu le comprends ce débat? Comment toi tu le perçois? On en parlait tout à l'heure, c'est comme l'arrivée des boîtes à rythme. On allait se dire tiens, les batteurs vont perdre leur boulot, il y aura plus. Mais en fait, ça a créé des gens, des programmeurs de boîtes à rythme. Donc en fait, pour moi, ça crée de nouveaux métiers aussi. Et les gens qui ont peur de perdre leur métier, là, je vais dire un truc qui est pas sympa, mais il y a certains métiers qui, s'ils peuvent se remplacer facilement par l'IA, c'est que à l'origine, c'est pas un métier qui est remplaçable. Non mais c'est vrai que c'est pas très sympa du tout de dire ça, mais faut se poser la question aussi du métier qu'on fait. Est-ce qu'on donne une valeur? Consultant, vous avez le bonjour d'Edouard. Non mais voilà, je sais que moi personne pourra me remplacer sur scène. Et encore une fois, je dis l'IA ne pourra pas remplacer Edouard Ferlet en train de faire un concert et envoyer de l'émotion. Le truc c'est que on sait qu'avec l'IA, tout ce qui est encodable, tout ce qui est modélisable sera encodé et sera fait par de l'IA. Or, la musique, d'une certaine manière, mise à part les envolées, les improvisations, etc., encore que bien entraîné, on voit bien que c'est gérable, c'est fondamentalement encodable, donc c'est fondamentalement automatisable par de la machine. Toute la question qui est derrière, je pense, du point de vue autant du public que du point de vue de l'artiste, c'est est-ce qu'il y a encore une âme, si tant est que il y ait une âme et qu'elle joue quelque chose dans la création artistique. Et le deuxième sujet, puisque tu évoquais des plateformes Suno, Udio et d'autres, etc., il y a l'autre question du côté de l'artiste qui est pour pouvoir utiliser ces plateformes-là, elles ont été entraînées et on a complètement siphonné l'intégralité du domaine artistique. Là, par contre, c'est un problème de législation. Et là, je pense qu'on va être dépassé. C'est comme sur Internet, on est quand même un peu dépassé par des lois qui sont en plus internationales. Parce que la question s'est posée avec le sampling, justement. C'était la même histoire. Il y avait un vrai sujet. Hein. Quand vous allez au concert, vous allez écouter des orchestres de musique électronique, en tout cas pas les instruments acoustiques, vous savez que 90% de ce que vous entendez est déjà programmé et les gens appuient sur des boutons et c'est un peu du playback en fait. Parce que la musique, elle est super belle et elle est composée en amont si tu veux, mais le live n'existe plus vraiment et c'est pour ça que je reviens sur le disque de Keith Jarrett. Dans le jazz, non, par exemple. Et dans le jazz, pareil, c'est pas parce que c'est du jazz que c'est improvisé. Il y a beaucoup de musique jazz qui sont pas spécialement improvisées. Pour vous, ça paraît improvisé. Mais pour le jazzman, c'est un vocabulaire. C'est comme un poète qui dirait un poème, qui dirait n'importe quoi. Il dit, c'est super ce qu'il fait. Non, c'est juste n'importe quoi. Donc, c'est pas parce que c'est du jazz que c'est improvisé. Ce que je veux dire, c'est que moi, je voudrais remettre au goût du jour l'improvisation. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que toi, humain, t'es là, tu nous dis, je sais pas, je voudrais remettre au goût du jour l'improvisation et tu te mets à jouer. Mais est-ce que tu peux brancher parallèlement l'IA et pendant que tu joues et que tu improvises, ça crée une improvisation totale, encore une fois, à quatre mains parce que le piano mécanique, il est derrière? Alors, c'est expérimental, ok. Mais ça nous sert à ça, nous, les créatifs. On fait de l'expérimental et on ressort, on garde ça, des petits bouts. Là, il y aura peut-être un petit bout qui est intéressant que je vais mettre en bout. Ça semblait prendre forme, même peu à peu, au fur et à mesure que tu jouais, ça commençait à prendre de mieux en mieux forme. Voilà. C'est ça, c'est un terrain de jeu.
Ça me fait penser qu'en réalité, ce qu'on appelle les hallucinations des LLM en particulier, ça peut être aussi une source d'inspiration créative. Bon, alors c'est vrai que quand c'est pour analyser un rapport financier, tu t'en fous un peu de l'inspiration créative, mais on peut le voir autrement, ces hallucinations, et pas uniquement comme de l'erreur, mais une façon d'aller puiser aussi quelque chose. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur à chaque fois que l'IA a gagné aux échecs contre Kasparov en 97, si je ne me trompe pas, avec Deep Blue, le joueur de Go aussi, c'est qu'il a joué des combinaisons qui étaient totalement inattendues, que l'IA finalement a trouvé des voies créatives dans un jeu qui sont pourtant très mathématiques. C'est ça qui est assez incroyable. Le marteau a été inventé pour planter des clous sur son mur et mettre des tableaux, mais il y a des gens qui l'utilisent pour taper sur la tête des autres. Donc c'est un outil comme un autre. Et quand on a un marteau, on voit des clous partout, ou des têtes de voisins partout. On entend aussi beaucoup. Bon, Edouard, si je pousse le bouchon encore un cran plus loin, donc tu nous dis bon, l'IA finalement, c'est aussi, le jeu et l'impro, c'est aussi de l'émotion, et ça, c'est assez irremplaçable. Mais si on poussait le bouchon un cran plus loin, qu'à un moment donné, l'IA finalement composait mieux que nous, mieux que toi, ou que d'autres musiciens, qu'est-ce qui resterait à ta légitimité d'artiste? Si effectivement, l'IA te dépassait vraiment en termes de créativité, ce qui est possible, tu nous le dis, est-ce que pour autant t'en garderais une même légitimité en tant que musicien, auteur aussi? De toute façon, c'est la question à se poser par rapport à la valeur des morceaux. Vous savez, on me pose souvent la question, les droits SACEM. Bon, tout le monde sait que la SACEM, c'est les droits pour les compositeurs. Les gens pensent, il y a certaines personnes qui pensent qu'on reçoit plus de droits quand la composition est mieux. Et en fait, avec la qualité de la composition, je pense que c'est plutôt l'inverse. Enfin bon, c'est pas très sympa. C'est juste quand il est plus écouté finalement. Donc effectivement, ça peut être l'inverse, c'est ça. Ouais. Donc en fait, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une bonne composition? Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise composition. Je pense que une bonne composition, c'est une composition qui est beaucoup vendue, si c'est ça que tu veux dire, parce que celles qui sont connues, c'est celles qui sont beaucoup vendues. Mais tu sais, il y a tellement de musiciens qui sont dans leur cave, surtout en ce moment parce qu'il fait très chaud, qui sont dans leur cave, qui sont des musiciens exceptionnels, mais qui se dévoilent pas parce qu'ils ont juste pas envie d'aller sur scène. C'est toute la question à se poser sur aussi la propriété intellectuelle. Lorsqu'on compose quelque chose, est-ce que ça nous appartient encore une fois que c'est fait? Un tableau, on fait un tableau et ça appartient plus au peintre. Il est vendu, c'est survendu, revendu aux galeries, etc. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, puisque tu vas puiser maintenant allègrement dans la philosophie, je vais aller aussi puiser dans tes sources et dans tes références. Il y a quand même une phrase d'André Manoukian. Ah, je l'adore. Énorme. Il m'a piqué ma phrase. C'est ma phrase préférée, je l'adore. L'IA ne sera pas créative tant qu'elle n'aura pas connu un chagrin d'amour. Donc finalement, on a presque la réponse qui nous est apportée par Manoukian. C'est-à-dire que avant que l'IA ne vive un chagrin d'amour et puisse composer quelque chose, il va se passer un peu de temps, non? Et moi, ça me fait penser en fait ça m'est arrivé de faire des concerts où la machine bug. J'ai fait un concert en extérieur, mais c'était il y a 3-4 ans. Je crois qu'il faisait chaud, la machine a bugué et tout d'un coup ça marchait plus et le public était là. Et moi j'ai pas paniqué parce qu'au pire des cas je joue en piano solo. Ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de réparer la machine en temps réel, je l'ai débranchée et tout ça, et en fait ça devenait un spectacle. Et ça a plu aux gens. Tout d'un coup ils se sont rendus compte que la machine était quelque part humaine, elle pouvait aussi s'arrêter, ne pas marcher. Et donc le chagrin d'amour, ça peut exister aussi chez les machines. Un vieux coup de calgon, l'effet Bonaldi. C'est ça. Le bug, en fait, c'est le chagrin d'amour de l'IA. Qu'est-ce que c'est beau, on a de la phrase de Manoukian, j'adore. Edouard Ferlet a dit cette phrase, tu pourras la redire au prochain. Grave. On va surtout l'empacter et l'envoyer à Manoukian, et il nous dira ce qu'il a. C'est clair. Bon Edouard, il est maintenant temps d'avoir un deuxième morceau. Qu'est-ce que tu nous dis aussi? Alors, ça s'appelle Stomp. C'est encore un morceau qui est tiré de. Non, attends, je vais faire un morceau de pianoïde. Tiens, je vais changer complètement. Je vais faire un morceau de pianoïde qui s'appelle Inhale. Inhale. Génial. Eh ben, on t'écoute. Ouais.
Ah, c'était Excellent. génial. Ah ouais. Excellent. Franchement, bon, moi, je demande la prochaine date de concert à Nantes. Moi, je veux voir. C'est clair. Tu passes à Nantes ou pas, Edouard? J'ai joué à Nantes il y a pas longtemps dans le cadre du Piano Day avec Arte et avec une artiste incroyable qui s'appelle Marguerite Thiam, qui est une chanteuse rappeuse. Slameuse incroyable, ouais, dans une brasserie près des usines Lu, je sais plus dans quel comment ça s'appelle. Au lieu unique sûrement. Au lieu unique, très certainement. Voilà. On envoie un message aux gens du lieu unique ou même de Stéréolux, on s'en fout, mais en tout cas, où vous voulez, mais il faut Edouard Ferlet à Nantes, faut aller le voir. Bon, Edouard, c'est notre heure de se quitter, malheureusement. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, c'était un grand plaisir de travailler avec vous. Tu nous as offert un épisode proprement exceptionnel, vraiment extraordinaire au sens propre. C'était vraiment canon. Pour vous qui nous écoutez, si vous voulez continuer d'écouter Edouard, vous pouvez le retrouver évidemment sur toutes les plateformes de streaming et puis sur son site ferlet.com, FRLET.com. FER, n'importe quoi. FERLET, tu fais bien de me reprendre.com. C'est là que vous retrouverez toutes ces actus et puis que vous pourrez éviter de rater un concert si jamais il passe près de chez vous. Et puis la rubrique média est très très riche. Il y a énormément de vidéos, il y a plein de sons, SoundCloud, etc. Allez-y, vraiment. Ouais, clairement. Un grand merci, Edouard. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Salut les gars. Et pour vous qui nous écoutez, restez bien avec nous. C'est l'heure d'un débrief qui s'annonce exceptionnel aussi. On a des choses à se dire. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Non mais Mick, tu sais que alors faut suivre la vidéo pour comprendre. Mais si Music Sounds Better With You, j'ai un peu l'impression qu'avec Edouard, Music Sounds Better With AI quasiment. Tu vois, tu la vois la blague. Le mec m'avait promis une blague pour démarrer le débrief et je suis pas déçu. Elle est pas mal. Non, sans déconner, j'ai passé un très très bon moment pour cette reprise de French Tech, pour cette rentrée. Je suis pas déçu d'avoir fait mon cartable pour venir parler avec Edouard. Ah non mais c'est clair. Moi je dirais même émotion. Honnêtement, on a quelques épisodes où tu sais, t'as les poils là comme ça, où vraiment tu ressens une émotion. Et c'est marrant d'ailleurs, c'est souvent des épisodes avec des artistes. J'avais l'épisode d'Alexandre Jardin en tête. Où il y avait des bouts de poésie quand on parlait avec lui. Et là on le retrouve avec Edouard quand il joue du piano et qu'il y a son pianoïde qui joue avec lui. C'est exceptionnel. Moi, je totalement trippé. Ce qui est assez fantastique d'ailleurs, parce que à un moment donné, je me suis dit tiens, c'est quand même étrange. Un artiste qui nous dit moi, je cherche à gommer l'interprétation quand j'utilise l'IA et revenir quasiment à la quintessence de ce que le compositeur a voulu écrire. Alors bon, sur des compositeurs contemporains, on pourrait avoir aussi son interprétation. Sur du très ancien, on l'a pas. Donc ça peut être intéressant, mais pour autant il y a un côté très robotique, automatique, mécanique. Et je me suis dit tiens, c'est quand même étonnant. Je suis pas sûr que tous les artistes soient d'accord avec ça, parce que l'interprétation fait quand même une partie du charme aussi d'une composition. T'es d'accord avec ça, toi qui es musicien? Oui, bien sûr. Après, il a dit ça, je pense, comme étant une manière de montrer qu'à un certain moment, il cherche à retrouver la quintessence de la création originale, là en l'occurrence de Keith Jarrett, puisque c'est l'exemple qu'il prenait. Ce qui était vraiment chouette, c'est que lui, il dit l'IA, ça ouvre de nouvelles voies créatives. Ça rappelle tous les grands débats, comme à l'arrivée de l'appareil photo, qui ouvre une nouvelle voie créative, à l'arrivée de Photoshop, à l'arrivée des sampleurs, à l'arrivée des drum kits là pour remplacer les batteurs. Ah oui, les drum kits, les boîtes à rythme. Les boîtes à rythme, voilà. Merci, exactement. C'est trop anglo-saxon. Et donc là, il dit, voilà, c'est un outil de plus dans la palette. Et le rapport qu'il a à la créativité vis-à-vis de l'IA, lui, il dit, en fait, ça me permet d'explorer des nouvelles voies créatives, d'aller sur des voies créatives que je n'avais même pas imaginées. Et donc, je trouve ça assez sain et ça remet une nouvelle fois les choses à leur place quand à la grande idée que l'IA pourrait nous remplacer, remplacer la créativité, remplacer les artistes, remplacer plein de monde. Bon, bien sûr. Voilà. Moi, il y a un autre truc que j'adore et quand je parle du progrès technique et de son évolution, etc., c'est de regarder dans le passé et de voir cette longue évolution là où on a l'impression parfois que ça nous est tombé sur le nez comme ça. Non. Quand même, il nous parle des pianos pneumatiques. Tiens-toi bien, mec. 1862.
premier piano pneumatique, donc avec ce système de cylindres, de rouleaux, de cartes perforées, et la filiation avec l'informatique est très claire. 1862, et Yamaha, il nous a dit qu'il était un artiste, entre guillemets un artiste Yamaha, a remis au goût du jour ces pianos mécaniques en 1987. Et on est aujourd'hui en 2025. Le mec a taffé le sujet. Non, je suis allé regarder pendant que j'écoutais. Bien joué. Bien sûr, ouais. Non, c'est quand même fou. Bien sûr. Et puis, il ajoute aussi par-dessus le MIDI inventé dans les années 50-60, il faudrait vérifier aussi, peu importe. Et puis maintenant, il ajoute une nouvelle couche avec l'IA. Effectivement, c'est une évolution de tout ça. Bon, là, c'est quand même la première fois que on est face à une machine qui crée, à laquelle on n'a pas dicté les notes à jouer, mais que c'est elle qui suit son propre chemin pour créer, pour avoir ses notes. Oui, elle a été entraînée pour pouvoir générer de la musique à la manière de parfois. Et j'ai été troublé parce que j'avais pas fait le tilt au moment où j'ai lu le conducteur, au moment de la préparation, avec ce François Pachet et d'autres d'ailleurs, parce que on retrouve quand même en France deux acteurs, l'IRCAM et les laboratoires de Sony. François Pachet, que moi j'avais vu, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui est désormais en plus chez Spotify. Bon voilà. De Laurentiis, l'artiste féminine qui utilise aussi l'IA dans son art, dans son œuvre, est passée à utiliser des outils de l'IRCAM, etc. Donc peut-être que là, encore une fois, je serais tenté de dire, en France, on a des précurseurs. J'ai pas benchmarké ailleurs dans le monde, mais on a des précurseurs, on a quelque chose qui se passe, et j'aimerais bien qu'on les connaisse un tout petit peu plus, parce que bien souvent ça reste un peu sur le côté, et puis il suffit peut-être qu'on est en train de voir naître la French Touch 2.0 en musique, ça serait canon. Je trouve. Ça serait canon. Tout à l'heure en l'écoutant, il y avait des accents, il y avait des accents de Daft Punk, c'est clair. Bon, ce qui était intéressant aussi, ce rapport à la créativité, quand on l'a interrogé sur la grande phrase de Manoukian, que tu m'as piqué. J'adore te piquer des trucs. Yann pourra pas être créative tant qu'elle n'aura pas connu un chagrin d'amour. Et puis qu'on a fait le lien juste après avec les bugs, et finalement les bugs de l'IA, les bugs d'une machine. Encore de la poésie. Pourraient être considérés comme des espèces d'accidents créatifs des machines. Je trouve ça très joli comme idée. C'est très joli. Et puis juste, puisqu'il y a quand même aussi cette idée, malgré tout, que l'IA peut piquer, entre guillemets, l'art, la création et les droits d'auteur, etc. En regardant encore tout à l'heure, en écoutant Edouard, je n'avais pas conscience qu'il existe, et il va exister de plus en plus, une forme de watermarking qui permet de polluer, de pourrir en quelque sorte les IA qui viendraient pomper ton contenu audio. Toi, en tant qu'auditeur, tu n'entends rien. Et en fait, il y a un truc qui vient comme des ultrasons en quelque sorte. C'est pas encore géré quand même. Mais il y a des recherches là-dessus. Harmonic Lock, et qui permet de faire ça, entre autres. Il doit y en avoir d'autres. On fait pas de pub, on s'en fout. Maintenant, est-ce que les acteurs de l'IA vont l'adopter? Le sujet du watermarking est présent aussi sur les IA génératives de texte, sur les IA d'images, de vidéos, sur tout. C'est pas tant les acteurs de l'IA, à mon avis, qui doivent l'adopter. Ce sont les créateurs, les artistes et les maisons de disques qui vont venir watermarker leur truc pour que toi, quand tu vas l'écouter, t'entends que dalle. Par contre, quand l'IA va venir la pomper pour pouvoir après s'en inspirer, elle entendra que dalle. Ah d'accord, c'est pour noter là. Une forme d'opt-out. En somme. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler, et vous en savez maintenant un peu plus sur l'IA et la créativité musicale. On espère que cet épisode exceptionnel vous aura touché autant qu'il nous a touché. Si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire sur LinkedIn, sur YouTube, mettez des étoiles sur Spotify, envoyez du bruit partout où vous pourrez le faire pour parler de Trench Tech. Car comme le dit Luciano Pavarotti, vous n'avez pas besoin d'un cerveau pour écouter de la musique.